Vous écoutez Mars ou la guerre jugée, un livre écrit par Alain et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Avant-propos. Sous la protection, je le voudrais, du bon Hercule, le seul dieu qui soit vénérable, j'ai dessiné ici le visage ambigu de Mars, dieu de la guerre. Scrupuleusement, en vue de n'offenser ni la patience, ni le courage, ni la justice, j'ai suivi la sagesse de ce double mythe, par où les anciens font voir qu'au milieu même des combats, ils n'ont jamais confondu deux hommes que pourtant nature nous offre toujours attachés et mêlés. Laissant donc l'Hercule nu, au cou penché, qui observe et fait, j'ai suivi et retracé en ses attitudes le dieu vaniteux, triste et méchant, droit dans le costume, et tête levée, sans me prendre à ce regard équivoque où la peur menace. Vénus est jointe à Mars dans l'antique allégorie, à bon droit. Et ce langage muet est aussi prophétique, puisque Vulcain guette leurs rêves charmants, joignant déjà par un lien de fer l'ivresse des passions à son art mécanique. Mais, dans mon analyse, sévère en tous les sens, et trop abstraite peut-être, la forme féminine s'est trouvée dissoute. Car c'est en l'homme infatué que la femme prend puissance de nuire. Aussi cet œil comédien, ces ruses sans projet, cette flatterie du faible, cet art d'orner le plaisir, tous les mensonges enfin de l'élément subordonné, sans oublier la peur essentielle, tout cela, qui est grâce de nature, s'exprime en Mars par la nullité inflexible. D'un côté, l'amour qui se change en haine vide l'esprit de toute substance, mais aussi l'odieux en la femme est si absolument trompeur que l'art seul y trouve objet par de fantastiques apparences. Donc l'illulie suffit. Mais Mars a plus de consistance, car il fait système de tout, reprenant en projet et décret ses cris incohérents et préméditant la convulsion. Il fallait vaincre cette redoutable apparence. Le voilà donc ce monstre ici en morceaux, et pourtant reconnaissable si j'ai su rassembler ici et là ces traits hétérogènes en poésie courte. Après l'avoir bien considéré devant toi, apprends, lecteur, comme j'essaie, à le défaire en toi-même, déliant, nommant et renvoyant chaque élément à sa place. Et ne t'effraie pas de toi-même si tu te vois guerrier au miroir de Vénus, mais souris plutôt à ta propre image, qui est celle d'Hercule. Chapitre 1er. L'amour de la patrie. Nous devons faire un exact inventaire, sans aucun respect. Mais il est moins question de nier que de donner à chaque sentiment sa juste part dans la grande aventure. Il s'agit maintenant pour moi de la vie des autres, au sujet de laquelle je dois décider pourquoi et en quelles circonstances j'accepterai ou non, le cas échéant, qu'ils meurent pour mes idées. Soyons donc scrupuleux, et non point légers. Or je crois que cet amour de la patrie, si naturel en tous, n'est pas assez fort pour porter par lui-même le grand effort de guerre. Et voici pourquoi je crois cela. La nation en guerre a autant besoin d'argent que d'hommes. C'est un fait qu'elle trouve autant d'hommes qu'il y en a en elle pour mourir. C'est un fait aussi qu'elle ne trouve pas aisément de l'argent. Il y faut de la contrainte, lorsqu'il s'agit de l'or, ou bien une sorte de marché avantageux. Et, pour les emprunts, on n'a même pas l'idée de dire « l'emprunt national ne rapportera aucun intérêt ». Le principal même n'est pas garanti. Mais examinons de plus près. Il y a à dire ici quelques vérités désagréables. Chacun sait que les militaires, à partir d'un certain grade et par la simplicité de la vie qui est alors imposée aux combattants et même à la femme, amassent quelque argent pendant une guerre de 4 années. Or, parmi ces hommes qui donnent leur vie, y en a-t-il un qui, ayant fait le compte de ses dépenses, rende le superflu en disant « Je ne veux point m'enrichir pendant que ma patrie se ruine ». Que les citoyens donnent plus volontiers leur vie que leur argent, voilà un paradoxe assez fort. Mais ceux qui exposent leur vie jugent peut-être qu'ils donnent assez. Examinons ceux qui n'exposent point leur vie. Beaucoup se sont enrichis, soit à fabriquer pour la guerre, soit à acheter et revendre 1000 denrées nécessaires qui sont demandées à tout prix. J'admets qu'ils suivent les prix.
Les affaires ont leur logique, hors de laquelle elles ne sont même plus de mauvaises affaires. Bon. Mais la fortune faite, ne va-t-il pas se trouver quelque bon citoyen qui dira « J'ai gagné 2 ou 10 millions, or j'estime qu'ils ne sont pas à moi. En cette tourmente où tant de nobles hommes sont morts, c'est assez pour moi d'avoir vécu. C'est trop d'avoir bien vécu. Je refuse une fortune née du malheur public. Tout ce que j'ai amassé est à la patrie. Qu'elle en use comme elle voudra. Et je sais que donnant ces millions, je donne encore bien moins que le premier fantassin venu. » Aucun citoyen n'a parlé ainsi. Aucune réunion d'enrichis n'a donné à l'État 2 ou 300 millions. Or, si la patrie était réellement aimée plus que la vie, on connaîtrait ce genre d'héroïsme, et même, puisque celui qui donne sa vie devait la donner, les héros du coffre-fort donneraient encore moins que leur dû. Cela prouve, il me semble, que l'amour de la patrie, lorsqu'il se manifeste par l'action militaire, est certainement soutenu et réchauffé par d'autres sentiments, sans doute naturels à l'homme aussi, mais cultivés par l'art militaire, le plus ancien et le plus savant de tous, tandis que l'art du percepteur est encore dans l'enfance. Chapitre 2. La guerre nue. L'homme est flexible et gouvernable dans ses passions et ne s'en doute point. Tous nos mots humains sont en raccourci dans ces querelles de régiment à régiment, où c'est en vérité la veste bleue qui insulte, provoque, rosse et finalement est la veste noire. Un hasard d'écriture pouvait jeter le même homme dans l'autre camp. Comment les choses se passent en ces étranges guerres, chacun le devine sans peine. Une première bataille dont les causes n'importe guère, des vaincus qui se croient méprisés, des vainqueurs qui se savent menacés. Ces opinions sont dans les regards, d'abord supposées et aussitôt vraies. Les passions ont cela de redoutable qu'elles sont toujours justifiées par les faits. Si je crois que j'ai un ennemi, et si l'ennemi supposé le sait, nous voilà ennemis. Et le naïf, en racontant ses guerres folles et ses imaginations vérifiées, dira toujours « N'avais-je pas raison de le haïr ?» Le plus étonnant, c'est que cette haine, surtout collective, est aimée. Toute mauvaise humeur, toute colère, toute tristesse trouve là ses raisons et aussi ses remèdes. Par un effet contraire, les alliés sont déchargés des aigreurs quotidiennes, parce que l'ennemi répond de toutes. Ainsi chacun aime bien, par cette haine mise en système. On voit que de telles guerres n'ont d'autre cause qu'elles-mêmes, et qu'ainsi, elles iraient toujours s'aggravant si quelqu'un avait intérêt à les faire durer. Heureusement, cela n'est point. Les querelles de race n'ont point de cause plus sérieuse, mais durent souvent plus, parce que le teint, la forme des traits et le langage tiennent mieux à l'homme qu'une veste bleue ou noire. Observez qu'alors, par le même jeu des passions, la forme du nez et la couleur des cheveux sont comme des injures que l'on se jette aux yeux, sans y penser. Si les luttes politiques s'y accordent, voilà une nation coupée en deux. Sans compter que les luttes politiques elles-mêmes dépendent des mêmes lois. L'imagination y fait la folle et bientôt la méchante, et l'ardeur des batailles ne dépend point seulement des intérêts. Si chaque parti avait son costume, nous serions condamnés à la guerre civile. Supposez une différence de langue ou seulement d'accent et quelques ambitieux fouettant les passions, ce sera une politique de fous. La paix par elle-même, sans autre expédie, supprimerait presque toutes les causes de conflit, surtout parce qu'au lieu de chercher à exercer le pouvoir, chacun travaillerait contre les abus du pouvoir. Ainsi s'organisera toute république, d'où l'on voit que le droit des races à se gouverner elles-mêmes est, de toutes les manières, directement contraire à la paix. Par cette remarque, nous voilà ramenés à considérer ces peuples alliés et ces peuples ennemis d'après les mêmes idées qui trouvent alors leur pleine application. Et puisque la haine nourrit la haine, et la colère, et la guerre, tout ce que l'on dit des intérêts inconciliables est à côté de la question. C'est comme si l'on disait que des plaideurs sont ennemis par les intérêts contraires, mais ils sont ennemis parce qu'ils plaident, parce que les fatigues, les soucis, les dépenses de chacun sont inscrites au compte de l'autre. Chacun sait bien que celui qui plaide contre moi ne peut avoir le nez bien fait.
Telle est bien notre situation après ce ruineux et sanglant procès entre deux peuples. Une passion, disait Spinoza, cesse d'être une passion dès que nous en connaissons adéquatement les causes. Chapitre 3. Du beau. Nul n'est à l'abri de cet enthousiasme prodigieux qui fait que l'on veut marcher sans savoir jusqu'où, à la suite d'une troupe bien disciplinée et résolue. Ces effets sont bien connus, mais communément attribués au prestige de la patrie, naturellement présente ici à l'esprit de tous. Ce n'est pas le seul cas où le Dieu naît de l'enthousiasme, et je crois que ce sentiment est proprement esthétique. J'entends qu'il n'est ni fortifié ni même modifié par les pâles idées qui l'accompagnent concernant le devoir et le sacrifice. Tout au contraire, ces idées en sont illuminées et réchauffées, en sorte que l'objet réel du culte, c'est bien l'action même, commune, réglée, rythmée, enfin perçue et sentie par toute la surface de notre corps. Tout est parfait en cette danse. L'ordre y est sensible, la musique y est exactement adaptée. La volonté de tous est perçue par chacun. Volonté de quoi? D'agir en commun, sans rien d'autre. Et cela suffit pour que le bonheur de société soit éprouvé sans mesure, balayant tous les médiocres soucis, tout sentiment de faiblesse, toute crainte. L'homme se sent et se perçoit avec les autres, invincible et immortel. Ce tambour le fait Dieu. Je renonce à définir le beau. Du moins, ce défilé militaire en donne un exemple incomparable. Le sentiment de bonheur ne dépend point du tout de quelque idée sur les fins poursuivies. L'opinion de chacun n'importe guère. Soyez instruits ou ignorants, cela n'y changera rien. Il faut ici penser et agir dans le bonheur le plus enivrant. Les petites raisons ne servent qu'à vous amener là, si vous êtes libre de vos mouvements. Pour le soldat, il y est conduit par force, mais il l'oublie aussitôt. Cette parade n'a nullement besoin de raison, elle se suffit à elle-même, elle s'affirme glorieusement. Il n'y a qu'un remède contre cette admiration totale, c'est d'être ailleurs. Et encore est-il qu'en pensant seulement à cet ordre humain qui va, je sens que je voudrais aller aussi. Mais le spectacle lui-même trompera encore mon attente. J'irai. Par ses caractères, je dis que la chose militaire est proprement esthétique. Et je remarque qu'il n'y a point d'autre art populaire en ce temps-ci, ni même d'art qui soit comparable à celui-là, par la puissance et la perfection. Chacun y est pris. Chacun y sera pris. Oui, les morts seront oubliés, et les erreurs aussi, et les mensonges, et les froides et tristes réflexions nées de solitude. Il faut savoir que le beau est ce qui met l'esprit des hommes en mouvement. Le vrai même est faible à côté, et le bien est austère quand on s'y met. Je tiens que l'amour de la vérité est faible, quoique assez bien dirigé toujours, s'il n'est payé. C'est pourquoi, dans les discussions, les passions tristes finissent par régner. Au lieu que l'amour du beau efface tout et guérisse cette âme inquiète et faible. Aussi, cette mystique de la guerre, née d'un spectacle, régnera toujours et sur tous. Semblable en cela à l'esthétique religieuse, mais plus puissante encore par son mouvement accéléré. C'est par là qu'on saisit la parenté, étrange autrement, de l'esprit militaire et de l'esprit religieux. Ce que l'oreille musicienne au Te Deum saisit très bien. Chapitre 4. Animaux de combat. J'ai vu sur les murs une affiche honorable, mais qui vise à côté. On y dénonce cette corruption des jeunes gens, visible par les spectacles et les chansons. Mais je pensais aussitôt à ce que j'ai vu de la caserne quand la classe 14 y vint apprendre le métier de soldat. Ici sont les racines de la guerre et ses moyens secrets. Jeunes hommes séparés de leur famille, captifs et exilés. Soudain, jetés dans l'ordre humain le plus effronté, le plus cynique, le plus puissant aussi par la hiérarchie, par la moquerie, par la domination des plus corrompus. L'homme est dévêtu alors de ce qui l'orne et le protège, comme la sinistre cérémonie du conseil de révision l'annonce assez. Dépouillé de toute pudeur, à l'âge où il faut que la pudeur soutienne la sagesse.
D'un côté, soumis à un pouvoir hautain et lointain qui ne voit en eux que moyens et matière, et de l'autre, soumis à un pouvoir d'opinion proche, familier, bientôt grossier par le règne des impudents et des brutaux. Ainsi, se forme et grandit de mois en mois un sauvage esprit de révolte, mais purement animal et bas, découronné, qui gronde et n'agit point. Cette mauvaise volonté sans tête est le pire des produits humains. L'art militaire, aussi ancien que l'escrime, a, de même que l'escrime, des finesses de praticiens, qui étonnent d'abord, et bientôt effrayent par leur action concordante, qui va toujours à la même fin. Tout ce cynisme appris et tout ce désespoir informe iront enfin à l'assaut après bien des détours. Cette colère ne peut s'échapper que par là. Tout y concourt, jusqu'à ces costumes étudiés qui dirigent si bien le respect et l'humiliation. Tout est calculé, quoique sans penser, pour que la moquerie des plus vils coquins assure encore cet ordre terrible. Et par réaction, les puissantes cérémonies et les actions en masse sont belles, touchantes, enivrantes encore plus. D'où ce désir de l'action suprême qui réhabilitera. C'est pourquoi l'on n'ose point dire que l'on ferait la guerre aussi bien si les hommes n'étaient décapés et trempés par ces procédés traditionnels. Mais aussi, cet entraînement veut la guerre, parce que l'idée de la guerre ramasse en elle toutes les espérances et toutes les vengeances qui sont nourries et comprimées et enfin conduites là. C'est pourquoi cette corruption des jeunes et la guerre doivent être voulues ensemble ou niées ensemble. C'est pourquoi aussi j'attends beaucoup des femmes dès qu'elles seront juges de ces choses. Sous une condition pourtant, et qui est singulière, c'est qu'elles abandonnent de leur côté un peu de cette pudeur d'esprit qui les détourne de penser à ce qui est laid, répugnant et vil. Car tout se tient en ce difficile problème, et, par les solides traditions d'une société fondée et maintenue par la guerre et pour la guerre, la pudeur féminine va aux mêmes fins que l'impudeur masculine. Ainsi, la science des manières, qui veut que l'on n'use que de mots honnêtes, s'accorde avec l'art militaire, que l'on ne peut nommer honnêtement. D'où vient que Madame de Maintenon est aussi une espèce d'adjudant. Mes amis, tirons un fil après l'autre, sans quoi nous serrerons le nœud. Chapitre 5. La forge. Il faut battre le fer. Toute la force des coups de marteau se retrouve dans la barre. La trempe est encore une violence. Or, c'est à peu près ainsi qu'on forge une armée. La nature humaine est ainsi faite qu'elle supporte mieux un grand malheur qu'un petit. En d'autres termes, c'est le loisir qui fait les jugeurs et les mécontents. Si donc le peuple gronde, cela indique, comme Machiavel voulait, que vous ne frappez pas assez fort. N'ayez pas peur. Celui qui frappe fort est premièrement craint, deuxièmement respecté et finalement aimé. C'est ce qu'ont méconnu tous les esprits faibles qui comptaient surtout sur l'amitié et sur l'enthousiasme. Mais ces sentiments vifs ne durent pas assez. Ils ne peuvent rien contre des jours de terreur et d'épreuve. C'est une réflexion bien naturelle que celle-ci. Soyons indulgents, car ils ont beaucoup souffert et ils souffriront encore. Mais ce raisonnement se trouve toujours mauvais parce que la moindre partie de liberté conduit à réfléchir. Les vues du praticien sont plus justes. Soyons très sévères, car ils ont beaucoup souffert. Ils ne nous le pardonneront jamais s'ils ont le loisir d'y penser. Alors tombent les coups de marteau, et sur le point sensible. Alors la moindre liberté est pourchassée. Les exercices et les sanctions, tout, jusqu'aux faveurs, a pour fin d'abolir entièrement l'idée même d'un droit et le moindre mouvement d'espérance. Ainsi, quand on veut faire agir un gaz, on le comprime. Toute cette force jeune étant ainsi comprimée et contrariée avec suite, sans une faiblesse, par l'action d'un système parfait, alors il n'y a plus d'échappée que contre l'ennemi, et c'est lui qui paiera. Voilà en bref l'histoire d'un régiment d'élite et la pensée constante d'un vrai chef. Mais tout n'est pas noir en cette épopée. L'homme n'est pas si simple. Quand il s'est heurté au barreau vainement, il s'arrange pour y toucher le moins possible, et comme c'est exactement sa liberté qui est contrariée, il trouve en lui-même de bonnes raisons d'y renoncer.
Mais il faut d'abord qu'il soit assuré de n'en pouvoir rien faire. Et comme il n'en meurt point, il faut que sa puissance s'emploie. Frappez, durcissez l'homme. L'idée de se venger est bien forte en lui, mais elle ne cherchera pas longtemps un passage si tout est bien fermé. Comme, dans les canons, l'obus ne partirait pas si la culasse n'était bien fermée. Ainsi, la colère de l'homme, ayant fait le tour de la culasse hermétique, se lancera toute vers l'ennemi. Et voilà comment, par le travail continuel et par la discipline inflexible, on développe à coup sûr la valeur offensive d'une troupe. Finalement, l'homme qui a échappé au danger, qui s'est vengé comme il pouvait et qui a admiré son propre courage, trouvera occasion, si les cérémonies sont convenablement réglées, d'adorer le système et le chef, un court moment et ensuite par souvenir. Ainsi, les survivants louent la guerre toujours plus qu'ils ne voudraient. Chapitre 6 de l'obligation. On ne doit pas de reconnaissance à celui qui paie ce qu'il doit, dès qu'il ne peut pas faire autrement. Et certes, je puis supposer qu'il me paierait encore s'il était libre, mais je puis supposer le contraire aussi. Lui-même n'en sait rien, puisqu'il ne peut se poser la question en termes non ambigus. Le devoir, dans le sens plein du mot, suppose une délibération à part soi, dont tout dépend, sans aucune contrainte. Or, chacun sait que, pour le devoir militaire, la contrainte est fort brutale. Un Français ne peut donc choisir de servir son pays sous les armes, il peut choisir seulement d'être chef, et c'est là un choix raisonnable, ou bien un choix de la passion ambitieuse. J'entends, il est vrai, de belles phrases, mais je remarque aussi de l'enthousiasme au départ des simples conscrits, à l'égard desquels la contrainte s'exerce sans façon. Cela me mettrait plutôt en défiance, car le sacrifice vraiment libre serait plus fort de lui-même, sans aucun secours des signes, donc plus silencieux, il me semble. Quelque pénible à entendre que soit ce genre de remarque, il faut pourtant y porter son attention avec une franchise entière. Si nous mentons là, l'image de la guerre est aussitôt brouillée, et toute la suite des discours se tiendra dans le convenable et dans l'apparence. Tous sont forcés. Il y en a seulement un bon nombre qui courent plus vite que le gendarme ne les pousse. Je les plains tous. J'admire la résignation et la bonne tenue de la plupart. Mais admirer ici une libre résolution, un don volontaire que chacun fait de soi-même à la patrie, je ne le puis. J'attends quelque décision d'un homme entièrement dégagé de toute obligation militaire. Par le jeu des institutions et les communs effets de l'âge, il n'y en a pas beaucoup. Mais, par ces raisons même, il y faut une volonté de faire. Et encore remarquez que l'art militaire, fondé d'après une longue expérience, n'admet point du tout l'engagement résiliable, ni même à terme. Disons avec les hommes du métier, recruteurs ou médecins, que si l'homme était laissé juge de ses propres forces et de ce que la patrie peut lui demander encore, les effectifs fondraient, comme on dit. Il faut être juste là-dessus et ne point déformer la nature humaine d'aucune manière. Il y a certainement des hommes qui retournent volontairement au danger par un souci de vaincre la peur, et aussi par cette idée si puissante qu'il n'est point juste de laisser à d'autres, qu'ils soient libres ou forcés, le poids des plus lourds devoirs. Il est un plus grand nombre d'hommes qui, dans les moments où ils sentent plutôt leur propre force que le danger, sont capables de refermer la porte de l'arrière dans le temps très court où elle s'ouvre. Enfin, le besoin de mépriser est bien fort chez l'esclave. Et surtout, la longue suite des prières, des intrigues et même des mensonges qu'il faudrait mettre en jeu pour faire considérer les raisons même les plus légitimes à quelque chose de rebutant et d'ignoble aux yeux d'un homme libre. L'œil d'un médecin militaire, toujours armé contre la ruse, suffit presque toujours pour achever la guérison. Toujours, est-il qu'un noble chef et qui voudrait croire à ses propres pensées dirait du premier mouvement que ceux qui en ont assez s'en aillent, je ne veux que des héros. Mais il est clair qu'il ne peut point dire cela. C'est pourquoi le chef militaire vit dans l'apparence, sans pensée aucune sur les choses que je dis maintenant, sans gloire, réelle, au-dedans, ramenant tout au métier, cordial, sans aucun naturel, inflexible et triste. Chapitre 7 de l'irrésolution.
Les mouvements de l'homme vont par explosion, toujours au-delà des causes extérieures. Il est fou d'expliquer les guerres par ces difficultés de chancellerie qui ne manquent jamais. Il faut considérer cet animal si dangereux pour lui-même et qui choisit communément un malheur certain plutôt que d'avoir à le craindre longtemps. Mais il est remarquable comme ces mouvements humains échappent aux moralistes, toujours dominés par l'idée puérile d'une petite machine à calculer. Les sentiments, cependant, décident de tout, et au premier rang l'impatience qui entre dans toutes nos affections, d'amour, de haine, d'espoir ou de crainte, sans en excepter une seule. Voici une scène que j'ai vue une fois et qui fut sans doute ordinaire, en cette guerre, où, comme dans toutes, les opinions qu'on ne dit pas furent le moteur principal. Plusieurs officiers d'artillerie assemblés, parmi lesquels un qui est le plus jeune. On lit une lettre officielle qui demande des volontaires pour l'aviation. Tous les regards vont au jeune, qui s'offre comme s'il n'attendait que l'occasion. C'est choisir la mort. Souvent, on a demandé ainsi des volontaires, et toujours des mains se lèvent, malgré la crainte, mais je dirais plutôt à cause de la crainte. Descartes, moraliste trop peu lu, disait que l'irrésolution est le plus grand des maux humains. Toutes les souffrances des passions, d'apparence impalpable, viennent sans doute de là, mais on n'y fait point attention. L'homme d'esprit est continuellement occupé à justifier ses propres actes selon les raisonnements des sots. Quand l'idée vient à l'esprit d'une décision à prendre, redoutable et redoutée, les raisons aussitôt répondent aux raisons, et l'imagination travaille dans le corps, en mouvements contrariés qui font un beau tumulte. Cet état d'effervescence enchaînée est proprement la souffrance morale. Un mal bien certain nous délivre aussitôt en proposant des actions réelles, ou, pour dire autrement, le fait accompli a cela de bon qu'il est un appui solide. On en peut partir. Au lieu que les décisions intérieures ont cela de remarquable qu'elles échappent dès que l'on compte sur elles. De là, un besoin de s'engager irrévocablement. C'est pourquoi, dans le moment même où la délibération est sans remède, la main se lève. Non pas malgré l'irrésolution, mais à cause de l'irrésolution. Remarquez que le refus ne décide rien, parce qu'on sait bien que la même question sera posée 10 fois. Et la vieille politique militaire fait toujours cordialement entendre, selon ses pratiques connues, que l'on finira par forcer ceux qui ne veulent point consentir. Cette attente, sûre d'elle-même, est trop forte contre un cœur jeune. Il se peut que ce mouvement décidé soit proprement viril. Balzac dit, en Béatrix, que les femmes supportent mieux l'irrésolution et l'attente, dont la raison est sans doute dans la structure physique, moins musclée, moins violente en ses réactions sur elle-même, j'oserais dire moins thoracique. Du moins, je suis bien sûre que le mâle de l'espèce, surtout jeune, est bâti, comme je dis, et prompt à choisir son malheur. Mettez-en 100 000 ensemble, et vous en verrez sortir le fait humain accompli, par quoi sont terminées toujours les délibérations des vieillards. De quoi les vieillards ne triomphent, mais cette duplicité des politiques doit être jugée. Il y a des questions qu'il ne faut point poser à un homme de 20 ans. Chapitre 8. Du commandement. Trop de paroles. Il s'agit de trouver un responsable et de le punir. Ainsi parlait un capitaine qui, par sa fonction, gouvernait une petite ville d'aviateurs et d'ouvriers. Il n'était pas aimé, et je crois qu'il ne s'en souciait guère. Cette méthode a de quoi étonner, car l'amitié, la confiance et l'attention au beau travail peuvent beaucoup sur les hommes. Je suis, pour ma part, de ceux qui croient qu'une société d'hommes peut vivre et prospérer par le bon sens de chacun, à quelques exceptions près. Aussi, voit-on que la crainte et la menace ne sont pour rien dans cet ordre plaisant des échanges et du crédit. Tout métier est honnête par soi. Il y a donc quelque chose de scandaleux en ce pouvoir militaire qui toujours menace et toujours fait sentir la contrainte brutale et la mort à celui qui résisterait ouvertement. Les utopies que l'on peut concevoir à ce sujet, d'une armée agissant par la fraternité seule et par la compétence reconnue des chefs, viennent de ce que la guerre est toujours oubliée. La guerre dépasse toujours les prévisions et le possible. Au moment où les forces humaines sont à bout, il faut marcher encore.
Au moment où la position n'est plus tenable, il faut tenir encore. L'art militaire s'exerce au-delà de ce qu'un homme peut vouloir. Dans un homme écrasé par des forces inexorables, il y a encore de puissantes convulsions après le dernier éclair de volonté. La guerre s'achève par de telles convulsions, liées, coordonnées, armées. Ce dernier sursaut de l'animal collectif donne la victoire. Jusque-là, la guerre est un jeu brillant et non sans risque. Mais, comme on sait, le plus brillant courage s'accommode avec la fuite ou la capitulation dès que la partie est jugée perdue. Or, c'est ici que l'art militaire produit ses derniers effets à la stupeur du guerrier libre qui dès lors est régulièrement battu. Le fameux Frédéric de Prusse est l'inventeur, dans les temps modernes, de cette guerre mécanique qui, outre qu'elle utilise l'enthousiasme, l'esprit de corps, la colère et la vertu, fait jouer toutefois la crainte par provision et pousse par là un peu plus loin la pointe de son armée. Cette méthode retrouvée, toute armée devait l'adopter. Il n'y a aucun autre moyen de surmonter le plus haut degré de la terreur. Non sans discours idyllique, car il est pénible de se dire comment savoir si la bonne volonté suffirait à ces actions sublimes quand toutes les précautions sont prises au cas où elles manqueraient. Cependant, la tradition reste assez soutenue par un esprit d'arrogance et de paresse, ainsi tout est prêt pour le dernier effort, et dès la première débandade, excusable mais funeste, chacun redescend par nécessité au niveau de la force mécanique. De là, cette certitude des conseils de guerre qui ressemble à la force des choses. Et il ne faut point demander ce que devient la conscience humaine en ces sombres sacrifices, car elle n'en est point touchée, elle ne peut les saisir. Il y a une horreur de ce qu'on ne saisit point, mais inexprimable et presque physique. Aussi, ne faut-il point tant de volonté pour être impitoyable. Au contraire, il n'en faut point du tout, mais seulement être poussé et poussé. Tel est ce métier terrible et tellement au-dessous du jugement moral que les plus résolus n'en parlent qu'en badinant. Ce qui détourne de mépriser la gloire militaire, mais peut-être aussi de l'aimer. Ne parlons pas de cela, dit le héros. Chapitre 9. Le système. Se compenser, ce que pensent maintenant les hommes qui furent crochets, harpons ou aiguillons pour rassembler, tirer et pousser les hommes vers la région terrible, je n'essaie point de le deviner. Ces visages à forme humaine fatiguent l'observation par un sérieux mécanique. Du moins, comme j'étais mêlé au troupeau des malheureux, j'ai connu le désespoir sans parole de l'homme assis sur son lit, équipé à neuf, attendant l'appel du clairon. C'étaient des blessés, à moitié guéris. Ils avaient tenté de gagner un jour ou deux, et quelques-uns y avaient réussi. C'est quelque chose qu'un jour ou deux de vie, mais enfin, on en voit le bout. En route donc, tirant le pied, avec tout le bagage sur le dos. L'excès de la fatigue supprime ces rêveries amères qui aggravent nos maux. On est assez content de faire le chemin. On ne pense qu'à cela. Néanmoins, presque tous cédaient à un instinct fort qui les détournait. Ces voyages sont lents. Il y a des arrêts inespérés. À la guerre, tout se fait lentement et le temps passe vite. Comme il est aisé de manquer un train, le petit détachement fondit en route. Les sacs et les armes restaient sur les banquettes. Cependant, le système allait son train, avec cette patience des mécaniques dont les résultats étonnent toujours. Un sergent, qui représentait l'invisible commissaire de la gare, seigneur tout-puissant, un sergent donc, comme je lui remettais tous ses équipements abandonnés, disait « Il y en a toujours qui s'échappent, mais on les retrouvera. Où voulez-vous qu'ils aillent ?» Cette tranquillité réussit à enlever tout espoir, et c'est le mieux. Cependant, à mesure que les baraques couvrent une plus grande étendue et que le vêtement civil devient plus rare, il est laissé plus de liberté à l'homme, et c'est la preuve qu'il n'en peut rien faire. Comme ces épis appelés ramoneurs, que tout mouvement pousse dans le même sens, ainsi tous les mouvements de fantaisie sont orientés dans la même direction. Le gendarme vous indique la route à suivre. Libre à vous de vous asseoir, de manger et boire, de dormir sur quelques triangles d'herbe entre ces deux pistes de boue. Je revois d'autres hommes silencieux, inertes, comme si le système les avait oubliés au bord de la route.
Comme ces poussières oubliées par le premier balai tournant, le second les ramasse. Et il y a un troisième balai derrière. Mais ici, pour ces hommes, nulle contrainte visible. Seulement ce désert est assez éloquent. Ce n'est qu'un passage. Ces pistes boueuses saisissent l'attention. Bientôt les jambes suivent. Dès que l'on tourne la tête, on aperçoit cet arrière, unanime pour dire non aux malheureux, l'arrière impitoyable qui attend que l'on soit parti. Lorsque tant de volonté humaine et tant de traces humaines font saisir le même conseil muet, l'homme quelquefois se hâte afin de moins subir, et c'est le premier retour du courage. Voici la dernière baraque, et voilà le dernier gendarme. Ici, la pression est nulle. Ici, le système de l'arrière ferme sa dernière vanne. Tout ce qui a dépassé ce point est pour la guerre, sans aucun doute pour personne. L'action continuelle de l'ennemi, maintenant sensible, termine toutes les délibérations. L'homme n'a qu'une place, en ce jeu serré. Il la cherche, il ne peut être ailleurs. Bien vainement, cette ligne volcanique, au crépuscule, illumine les nuages. Ici est comme déposée cette peur d'imagination qui coupe les jambes. La peur n'est plus à présent qu'une émotion brutale, imprévisible et qui ne laisse point de traces. Le danger a une forme, et le soldat retrouve son métier. Jusque-là, tous ces hommes qui vous poussent offrent l'image abjecte de la peur bien établie, spectacle qui nourrit peur, haine, tristesse. Maintenant, ces frères de misère inspirent confiance et fraternité. Tout à l'heure, la même question revenait toujours. Pourquoi moi et non pas eux? Contre quoi le système exerçait sa pression mesurée. Maintenant, au contraire, chacun se dit « Pourquoi eux et non pas moi ?» C'est pourquoi vous le voyez qui va à son poste d'un pas décidé, comme Régulus retournant. Et c'est le deuxième retour du courage. Chapitre 10. Le règle du jeu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.